Edmond Charleroux, bonsoir. Bonsoir. Permettez-moi d'abord de vous remercier, Madame, d'être avec nous aujourd'hui pour présider cette 25e édition de notre livre sur la place. Votre présence est à la fois un signe d'amitié et même d'affection, je le sais, pour Nancy, mais elle marque aussi symboliquement 25 années d'un parrainage fort et profondément fidèle de l'Académie Goncourt à notre manifestation. Alors l'Académie Goncourt, nous en parlerons bien sûr au cours de cette rencontre. Comment ne pas le faire lorsque l'on a la chance de recevoir sa présidente et qui plus est à quelques semaines de l'attribution d'un prix Goncourt qui fait déjà couler beaucoup d'encre dans les journaux puisqu'il s'agit du 100e évidemment. Est-ce que vous ressentez une responsabilité particulière à la veille de cet anniversaire ? Comment un juré Goncourt peut-il lire vraiment des centaines ou des dizaines de livres chaque été et écrire en même temps son œuvre? Autant de questions que chacune et chacun d'entre nous, j'en suis sûre, se posent et auxquelles je souhaiterais que vous nous répondiez dans quelques instants. Mais auparavant, c'est, si vous le voulez bien, ce de façon plus intime que j'aimerais m'adresser à vous. Non pas donc à la présidente de l'Académie Goncourt, mais à la femme dont la vie tout entière a été guidée par le courage, par la volonté, par l'engagement, mais aussi par l'élégance. Je voudrais que nous parlions de cette croix de guerre obtenue à 20 ans à peine, après une grave blessure en Meuse, à Bras-sur-Meuse, que nous évoquions la grande résistante que vous avez été, puis votre action aux côtés du général Delattre de Tassigny, avant de rejoindre la 5e DB et d'être à nouveau grièvement blessé. Au retour de la guerre, vous vous lancez dans l'aventure du journalisme. Vous entrez à la rédaction du journal Elle, qui vient d'être créé, puis dirigez pendant 16 ans, jusqu'en 1966, le luxueux magazine féminin Vogue. Peut-être nous livrerez-vous quelques-uns des secrets de votre fabuleux carnet d'adresses qui réunissait déjà, parce que je sais que c'est toujours le cas aujourd'hui, le tout Paris artistique. D'Aragon à Orson Welles, en passant par Chanel, Balthus et tant d'autres, que de noms qui font rêver. Alors 1966, que je viens de citer, 1966, c'est l'année clé. C'est le tournant de votre vie professionnelle comme personnelle. En novembre, vous obtenez le prix Goncourt pour votre premier roman, Oubliez Palerme, et c'est la consécration. Mais ce prix va engendrer aussi, et je sais que vous accepterez d'en dire quelques mots, une grande histoire d'amour, celle que vous vivrez jusqu'à son décès en 1986 avec Gaston Defferre, bien sûr, maire de la cité de votre cœur, Marseille. Gardienne vigilante de sa mémoire, vous avez d'ailleurs fait paraître en 2001 un émouvant album écrit, j'ai trouvé, comme un reportage, comme une journaliste, L'homme de Marseille. Votre vie pourrait être un roman, madame, et j'imagine qu'elle fascine bien des biographes, mais vos amis, François Nourricier en tête, affirment que vous ne les laissez pas approcher, préférant vous isoler pour écrire. Ils le disent. Vous venez en particulier de consacrer 12 années à une monumentale biographie d'Isabelle Ebrard, cette rebelle morte en 1904, à 27 ans, et qui fascine à tant Lyoté. Parue initialement en 2 tomes, elle vient d'être rééditée, accompagnée d'une superbe iconographie entièrement en nouvelle. C'est Isabelle du désert, et vous nous expliquerez, j'espère, pourquoi elle vous fascine tant, cette Isabelle, pourquoi elle a tellement inspiré l'écrivain que vous êtes. Mais j'arrête de parler. Pour débuter cette rencontre, madame, je voudrais que l'on remonte d'abord aux sources de l'écrivain. Vous êtes fille d'ambassadeur, vous avez connu une jeunesse dans un milieu très privilégié dans l'Europe d'avant-guerre, de Prague à Rome, grandissant au gré des postes de votre père. Est-ce que l'enfant, puis l'adolescente bûcheuse que vous avez été, se disait déjà « un jour je serai écrivain » ? D'une certaine manière, oui, et d'une autre manière, non, parce que la vie est faite comme ça. Il paraît que lorsque j'avais 4 ans et demi, ma gouvernante m'avait trouvé en train d'écrire, de composer un dictionnaire. Or, comme ce n'était pas ce qu'elle attendait de moi, mais des devoirs à faire, elle me l'a pris. Et je commençais un dictionnaire par le mot « âne », et la définition de l'âne
était la suivante, je répète que j'avais 4 ans, n'est-ce pas? Petit animal aux oreilles poilues, pas si bête qu'on croit. Et alors, mon père a dit, mais c'est que c'est pas si mal que ça, c'est drôle, c'est amusant comme approche. Et puis, sont passées des années, et puis il y a eu un jeu de société qui a été fait, inventé par ma mère pour amener des femmes italiennes dans l'ambassade de France, et on demandait comme première question, qu'est-ce que vous voudriez être, n'est-ce pas, des filles de mon âge. Je devais avoir 13 ans. Et là, j'ai dit, oui, moi je sais très bien ce que je veux être écrivain. Ah oui, mais rien n'a été suivi, disons, d'effet immédiat. Je suis un écrivain tardif, je me suis révélé écrivain en 66, comme vous l'avez dit, et donc c'est très mystérieux les enfants, c'est une vraie prémonition, j'avais deviné sans doute ce que j'allais être, mais des années allaient s'écouler, pendant lesquelles, ainsi que vous l'avez raconté, j'ai été journaliste, ce qui est de mon point de vue, très proche. Je veux dire, un bon journaliste, s'il a le goût de la forme, s'il a le goût du français et de la langue, il est écrivain. Nous en avons d'ailleurs quantité d'exemples, ne serait-ce que Kessel, par exemple, que Blaise Cendrars. Je crois que la démarche est, pour certains écrivains, très proche. Mais vous aviez envie d'être écrivain, vous n'imaginiez pas quand même que ça allait être votre métier. Adolescente, vous destiniez à quoi? Je voulais être cantatrice. Ah oui. Et je l'aurais été. Sans la guerre? Sans la guerre, oui. Parce que j'avais une voix de mezzo, avec des notes hautes qui me manquaient complètement. Donc je ne pouvais pas faire carrière. C'était une très jolie voix, mais pas une voix de prima donne. Hein. Et je devais aller étudier le chant et la musique à Milan. Quand la guerre de 40 a éclaté, mon père était ambassadeur, il a quitté son poste, il a pris le secrétariat général des Affaires étrangères, il n'était plus question d'installer avec l'Italie, en qui plus est nous déclarant la guerre, vous imaginez comme on avait des possibilités à l'époque d'être étudiante à l'étranger. Et là, ça m'a déséquilibré, j'ai passé une partie de l'occupation chez mes grands-parents à Marseille, continuant à étudier la musique et le chant, avec une vague idée que la paix revenue, je pourrais aller. Et puis tout a éclaté, la guerre, le fait que quand la guerre a été finie, moi j'ai eu le sentiment qu'un monde s'écroulait et qu'il fallait que la vie des femmes change. Et mon première inquiétude a été, en sortant de l'armée où j'ai quand même passé 2 ans, a été de prendre un emploi. Et il y avait des emplois qui se créaient autour d'un magazine féminin en voie de création, qui n'existait pas encore, c'était passionnant, et qui était fait par Hélène Lazareff, elle-même journaliste qui, du fait de l'occupation allemande, avait dû s'expatrier, étant juive et ayant passé toute la guerre en Amérique. Donc elle est rentrée en Europe avec une connaissance de la presse beaucoup plus grande que la nôtre, et j'ai travaillé entre elle et Françoise Giroud, très modestement. Et ça, mon vrai rôle pendant les 7 ou 8 mois où je suis resté au bureau d'Hélène était ce qu'on appelle en langage de presse un grouillot. J'étais au service de tout le monde, je mettais de l'ordre dans les papiers, je cherchais les dossiers. Je n'avais aucune espèce de responsabilité, mais ça a été mes premiers pas dans une vie de femme qui travaille. Alors, avant cette vie-là, je voudrais que l'on revienne quelques instants sur la guerre, bien sûr. Au moment où la guerre éclate, vous décidez de faire une formation d'infirmière. L'engagement qu'il y a toujours chez vous, votre cœur. Oui, je n'avais pas le choix. On a toujours le choix. Pas tellement, parce que je veux dire, bon, c'était 39, n'oublions pas, la drôle de guerre. Donc mon père à Rome, à l'ambassade, et moi, envoyé par lui en France, où je n'avais pratiquement jamais habité en dehors de mes vacances. Et parce que nous avions beaucoup de garçons dans la famille et que tous étaient plus ou moins mobilisés et mon père considérait qu'il fallait qu'il y ait un membre de la famille s'il y avait un accident ou un des garçons qui avait besoin de moi. Et ma sœur était mariée en Italie. Donc je me suis trouvée dans ce rôle un peu étrange, qui était représentante de la famille vis-à-vis d'hommes qui étaient plus âgés que moi. Et je me suis dit, rendons-nous utiles. Mon père ne souhaitait pas que je fasse des études à Aix.
Ce sont les mystères des familles bourgeoises. Parce qu'ils trouvaient que le chemin, il y a tout de suite une demi-heure de trajet, entre Marseille et Aix, pour une fille de mon âge, était tout à fait dangereux, je ferais de mauvaises rencontres, et qu'ils ne voulaient pas que je fasse ce trajet. L'ordre venait de l'ambassade de Rome. Mon père me disait « Tu ne feras pas d'études, tu n'iras pas à l'université ». Je l'avais mauvaise. Et je me suis quand même inclinée, et j'en viens à ma décision. Je me suis dit « Comment est-ce que je peux ouvrir des fenêtres sur ce qui va se passer ?» Étant donné que, comme vous vous en souvenez, certains d'entre vous, personne ne prévoyait notre défaite éclair. On reviendra sur ce point qui a été pour moi un choc dont je ne me suis qui a changé le cours de ma vie. Alors, je me disais, il faut être prêt, sait-on jamais, cette guerre ne sera peut-être pas toujours une drôle de guerre. Et j'ai commencé des études d'infirmière de Croix-Rouge à Marseille, alors que la Croix-Rouge formait des infirmières en 3 mois au lieu d'1 an. On avait son premier degré, on était infirmière, on avait encore normalement 2 ans à faire. Donc, des sessions intensives qui sont un bouleversement dans ma vie totale. Je sors de ma cage dorée, je prends le tram numéro 24, je descends sur Marseille, je monte dans les vieux quartiers faire mes stages à l'Hôtel-Dieu. Et je me dis, étrange famille qui considère dangereux de prendre le car pour Aix, c'est tout à fait normal que sa fille voit des horreurs parce que c'était la France, parce que c'était la patrie. Ça méritait qu'on prenne des risques. Mais l'autre chose qui fait que je n'ai jamais eu le moindre diplôme d'université, que je ne sais pas le grec que j'aurais voulu savoir, que je n'ai pas étudié le chinois ni l'arabe sur lequel j'avais des idées, ça m'a beaucoup, et ne parlons pas de tout le reste, de toute la formation classique des universités françaises qui m'a cruellement fait défaut, il faut le dire. Vous avez très vite parlé plusieurs langues. J'en parlais plusieurs déjà. Et en fait, quand vous vous êtes retrouvé en Meuse, c'est en italien que vous soignez les blessés? Oui, c'est-à-dire, c'est une drôle de coïncidence. C'est plutôt quand on a bombardé l'ambulance 429 à Bras, salement bombardée, je me suis réfugié dans la fosse de graissage des camions de l'ambulance. Il y avait en somme une partie de cette ambulance de campagne faite avec des bâtiments légers qu'on appelait des bâtiments Adrian. Et il y avait un garage pour entretenir les ambulances. Et il y avait une fosse de graissage. Et j'ai sauté dans la fosse, quand j'ai vu que nous étions bombardés, j'étais là, je ramenais mon ambulance, j'ai sauté dans la fosse de graissage, moyennant quoi tout s'est écroulé, mais moi j'étais dans une sorte de tombe, n'est-ce pas? Et je me disais, on viendra bien me chercher. J'étais blessé, mais enfin, je ne paniquais pas, parce que ça a été un passage très rapide, et j'ai entendu des gens qui arrivaient pour dégager les blessés, il y en avait une dizaine à peu près, et qui s'expliquaient entre eux, et qui disaient en italien, ma fai questo, ma non fai quello, non, etc. Je me suis dit, mais je suis très très malade, j'entends l'italien de mon enfance, or il est impossible que ce soit à Bras-sur-Meuse. Et c'était les légionnaires du 11e étranger, dans lesquels le recrutement était, comme vous le savez, les Allemands n'avaient pas la permission de s'engager dans la Légion étrangère pour ne pas se battre contre leurs frères. Mais restait que les sources de la Légion pendant ces mois tragiques de 1940 étaient des antifascistes italiens, des républicains espagnols et des anti-nazis. Et donc, 2 Italiens ont été envoyés là et je me suis dit, c'est formidable, je suis libéré par la population avec laquelle j'ai été élevé et j'ai à ce moment-là, j'ai pris vraiment un très très grand intérêt pour la Légion en tant que corps, en tant que, disons, situation d'intégration entre les races et entre les langues et entre les nations. C'est comme ça que dans ce moment tout à fait dramatique m'est apparue la Légion, sauveur, brave gars, rigolant quand ils m'ont trouvé, mais alors j'aurais bien sûr répondu en italien, ils n'en revenaient pas. Donc ça aurait pu tourner très mal, et ça a tourné plutôt bien. Et comment Delattre de Tassigny vous a-t-il trouvé?
à Marseille. Ah, ça c'est, oui, ça c'est vraiment, je ne sais pas comment il a fait, mais il m'a vraiment trouvé. Hein. J'étais infirmière dans... Parce que vous ne le connaissiez pas. Il ne me connaissait pas, je ne le connaissais pas, mais il connaissait toute ma famille. Il avait même demandé en mariage la sœur de maman. Ah, quand même. Ah, quand même. Oui. Il avait fait 2 demandes en mariage, je crois d'ailleurs, la sœur de maman et Louise de Villemorin. Et c'est curieux que ces 2 ravissantes femmes n'ont pas répondu oui. Et donc, il faut dire que ça a dépassé ma personne. Le général Delatte de Tassigny et la première armée française débarquaient sur la côte méditerranéenne avec l'idée de ramasser au passage autant de résistants qu'ils pouvaient. Inquiétude du général était que ces résistants forment une armée parallèle à l'armée française. Arrière-pensée aussi indéniable, même si elle n'est pas avouée, la peur des communistes. Le très fort pourcentage de résistants communistes faisait que la résistance, qu'on le veuille ou non, que ça fasse plaisir ou que ça ne fasse pas, était communiste dans cette région-là. Et que cette inquiétude, donc, de foment de révolte, il voulait les ramasser, les incorporer, agrandir l'armée française et continuer sa progression. Il apprend que dans une clinique de Marseille, de la résistance est clandestine et qui n'a commencé à fonctionner que lorsque la ville s'est soulevée. J'étais infirmière et il a envoyé un lieutenant qui s'appelait le lieutenant Simio, écrivain, qui a écrit Moi Zénobie, qui était un assez bon écrivain, que j'ai vu arriver dans la clinique. Il était au goum, il était donc en djellaba et en turban. De nouveau, je tombais des nues. Il m'a dit, écoutez, toute affaire cessante. J'ai dit, mais je m'excuse, j'ai mes affaires chez moi, je n'ai pas ma brosse à dents. Il y a une jeep en bas, vous êtes attendu, le général vous attend, il sera à Aix ce soir, et vous serez à Aix ce soir, je suis arrivée à Aix. Finalement, vous êtes allé à Aix. Voilà. Et dans le costume que j'avais, donc sans rien, sans papier, sans rien, et je ne suis revenue à Marseille que 20 ans plus tard, pour rencontrer Gaston Defferre. Oui. C'est bien goupillé, hein. Alors, donc vous le suivez, vous entrez à son état-major, vous refusez de vous couper les cheveux, oui, comme il voulait le faire. Oui, oui, j'ai dit non. Un peu de rébellion quand même. Oui, oui, j'ai dit non, c'est pas dans le règlement. Si je veux porter mes cheveux longs, je fais un chignon. Je comprends qu'en uniforme, on ne peut pas avoir les cheveux. J'avais les cheveux très longs. Mais quand elle est coupée, on n'est pas question. Il m'a fait une guerre. Et il m'a dit, vous êtes ingouvernable. J'ai dit, ben voilà. Si vous ne me voulez pas, je retourne chez moi. Il vous a voulu quand même longtemps, en fait. Mais il m'a fait beaucoup souffrir parce qu'il ne voulait pas me démobiliser. Quand la guerre a été finie, je me suis trouvée en occupation à Friedrichshafen avec la charge de la 5e division du service social de la 5e division blindée. La 5e division blindée étant une division dans laquelle il y avait en majorité des régiments étrangers ou algériens, 2 régiments de légion étrangère, des Tunisiens, et le général m'a dit, les étrangers vous comprennent, c'est là que vous irez, et vous allez monter le premier service qu'on n'ait jamais fait, et que je crois que les successeurs du général n'ont plus fait. C'était des 4 assistantes sociales par régiment, suivant le régiment où il allait. Pas pour les soigner, ni pour tenir une buvette, mais pour être à leur disposition lorsqu'ils avaient des angoisses, une famille qui ne répondait pas à leurs lettres, des lettres qui, n'oublions pas que tous ces hommes étaient des étrangers. Et alors, il disait que, et je crois qu'il a été un personnage extraordinaire, Delattre était un visionnaire. Il m'a dit, il utilisait un mot tellement moderne qu'on utilise maintenant, qui est stressé. Il me disait, il faut ôter les raisons de stress, alors qu'il y en a tant pour les combattants. Et donc, j'ai monté ce service et nous avons été, pour la 5e division, à peu près 32 filles, dont j'avais le commandement, complètement dispersées sur cette immense division qui est arrivée d'abord ici, puis à Montbéliard, puis qui a passé le Rhin, et qui a occupé l'Allemagne.
Et donc, quand j'ai annoncé au général que moi je m'étais engagé comme engagé volontaire à sa demande, mais j'avais l'intention de retrouver la vie civile, ça a été la guerre. Il m'a dit, il n'en est pas question, c'est déserté, m'a bouleversé, avec une cruauté absolument incroyable. Et je lui ai dit, mais moi je ne me suis pas engagée pour être une femme soldat. Et il considère que je devais aller en Indochine. Déjà, ça ne me convenait pas comme idée. Et ça a été je veux dire, nous n'avons jamais eu... On s'est toujours beaucoup estimé, mais les derniers jours ont été un peu bruts. Vous l'avez revu après? Oh oui, oui. Vous avez pardonné? Oh oui, bien sûr. J'ai même... j'ai assisté à la sortie. Il est mort dans des conditions tellement... Il est mort parce que son fils a été tué, en fait. Hein, je veux dire, Bernard a été tué, il a un cancer effrayant qui a pris là-bas. Il est mort en rentrant en France, et je venais lui faire visite, et j'ai croisé son corps qu'on rapportait de l'hôpital. Mais je n'ai jamais eu pour lui la moindre animosité. Je trouvais qu'il faisait son métier, moi le mien. Mais son autorité de mâle, d'homme, sur ce régiment de femmes était exagérée. Je lui ai d'ailleurs dit, c'est moi qui commande, les femmes, c'est pas vous. Donc, vous voyez, je n'ai pas été tellement un militaire très, très discipliné. Et j'avais un chef de service, car les femmes défendaient du 5e bureau, comme à peu près tous les services sociaux de l'armée, et le chef du 5e bureau était le prince Murat, le colonel prince Murat. Et moi, je ne l'appelais jamais colonel, parce que je disais, moi, je fais comme dans Tolstoï. Dans Tolstoï, on dit, oui, mon prince, non, mon prince. Alors, je lui disais, mon prince, voici votre courrier. Il me disait, vous ne pouvez pas m'appeler mon colonel comme tout le monde. Je lui disais, mais non. Et donc, on avait une équipe absolument extraordinaire. Tout l'entourage du général était formidable. Et comment votre famille a pris le fait que vous quittiez l'armée pour le journalisme? Parce que après la guerre, une femme journaliste, c'était les débuts, en fait. Oui. Non, ça a été pour diverses raisons, et pas seulement celle-là, mais certaines, disons, le choc qu'avait été la guerre, la rencontre avec ces étrangers qui tous étaient au pilori. On parlait des républicains espagnols dans la bourgeoisie française comme d'assassins. Moi, j'avais entendu mon grand-père marseillais dire qu'il brûlait les bonnes sœurs, qu'il passait les curés à la casserole, enfin, des choses ignobles, et sans doute partiellement vraies, car les révolutions sont ce qu'elles sont. Donc moi, la guerre a été pour moi, dans ma vie de femme, un choc absolument énorme. Je suis sortie du climat des ambassades, qui est un des plus préservés qui soit, et qui était encore une sorte de petit paradis, pour tomber, pas à ma demande, mais tête première, dans ce qu'il y avait de plus dur dans l'armée française, et qui a remis en question pratiquement tout ce que ma famille m'avait appris. Alors, évidemment, j'étais un peu rebelle. Et quand je suis rentrée à Paris, mais il faut être juste, ils ne se sont pas opposés du tout à ma carrière journalistique. On dit, c'est ton affaire, si tu gagnes ta vie, très bien, mais par contre, mon milieu, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mes cousins, huppés, aristocrates, m'ont coupé. On cessait de vous voir? Oui, absolument. À ce point-là? On ne m'a plus invité dans les cérémonies de famille. J'étais une femme qui avait pris un chemin que cette aristocratie française, très, très, très honorable et pour laquelle j'ai le plus grand respect, considérait en fait que j'étais un mauvais exemple pour mes cousines. Et je n'ai pas été invitée à leur mariage, aux premières communions, etc. On n'était pas méchants avec moi, on me disait bonjour. Mais j'avais pris un chemin, ce que vous-même venez de me demander, que très peu de gens réalisent. Ce que vous réalisez, peu de gens le réalisent, à savoir qu'une femme qui travaillait dans les années 46-47, d'une certaine société, c'était mal vu. Il y avait quelque chose qui tournait pas rond, oui. Est-ce que le Goncourt a arrangé les choses? Oui. Ah. Je suis devenu quelqu'un de très, très fréquentable. Alors, en attendant le Goncourt, enfin pendant 16 ans, vous dirigez le journal Vogue, tout en étant donc un journal américain, tout en étant... Propriété, oui, la propriété. Vogue était la propriété des éditions Condé Nast, éditions américaines. Tout en étant l'ami d'Aragon et en le faisant même écrire dans le journal. Oui. J'avais décidé que
j'avais réussi à convaincre les Américains qu'un magazine de grand luxe, extrêmement élitiste et s'adressant aux femmes, cela ne voulait pas dire parce qu'elles étaient riches, qu'elles étaient bêtes. Comme moi je prétends que parce qu'elles étaient riches, elles avaient des moyens que beaucoup de femmes n'avaient pas. Elles pouvaient aller dans encore beaucoup plus d'expositions, faire des voyages formidables, acheter les plus beaux peintres, connaître les meilleurs... Et que par conséquent, il fallait changer complètement ce journal de 80 pages, il fallait en donner 40 à la mode, puisque c'était ça sa raison d'être, et qu'il avait une immense réputation, que c'était une véritable Bible, donc on n'allait pas le diminuer, oui, mais le changer, non. Et que les 40 autres pages seraient de la culture, ce qui a changé complètement le caractère du magazine. C'était un magazine qui a eu un pouvoir culturel, en dépit du fait qu'il était en réalité un magazine de mode et que la couverture était réservée à un sujet mode. Il n'y a jamais eu un artiste en couverture. On pouvait changer ce magazine. J'ai pris François Nourricier comme directeur des pages littéraires avec des garçons formidables. Enfin, on a été une équipe fantastique et personne ne savait qu'à ce moment-là, je m'étais mise à écrire. Car j'ai écrit « Oubliez Palerme » en secret, puisque je malmenais l'Amérique et la façon de vivre des femmes et de travailler en Amérique, que je ne pouvais pas commettre l'incorrection impardonnable qui aurait consisté à prendre un chèque des éditions Condé Nast et de démolir les éditions Condé Nast dans un livre. Je n'aurais jamais fait ça. Finalement, heureusement que les choses se sont mal passées avec Vogue. Voilà. Heureusement. Tout aurait été différent. Ah oui, oui. C'était durement renvoyé. Hein, je veux dire, alors, vous avez mis un mannequin noir en couverture. Oui, mais j'ai mis très très longtemps à comprendre que la raison pour laquelle on me renvoyait était celle-là, car il ne la donnait pas. C'était celle-là ou c'était Aragon, en fait? Non, non, non. C'était le mannequin noir. Le mannequin noir, il fallait que je déchire la photo, qui avait coûté très cher, que je déchire les premières pages de gravure pour qu'on l'on donnait à l'époque, cher également, et je répondais par fax, ou pas par fax à l'époque, mais à mes employeurs américains, mais expliquez-moi pourquoi nous faisons une photographie d'une jeune femme noire, sans doute de race plus libyenne que algérienne. Voyez-vous, cette race de femmes très très grande, très très mince, très très foncée de peau, très peu négroïde, avec un très joli nez, comme une gazelle. Elle était charmante, elle s'appelait Lena, elle était une très très bonne actrice, et elle venait de jouer dans un film qui sentait le soufre, et qui s'appelait Who's Afraid of Paula Magoo, et que les Américains avaient détesté. Alors je me suis dit, c'est cette raison-là. Eh bien non, ce n'était pas cette raison-là, c'est parce que cette chaste photo, ne montrant qu'une épaule nue, et la tête d'une femme noire ne pouvait pas passer en première page d'un magazine dans les années 66. On peut à peine le penser. Les choses ont bien changé quand même. Oui. Elles se sont battues, mais elles ont eu le dessus, puisqu'elles ont même un magazine noir maintenant, complet, très beau, Ebony, qui est entièrement réservé aux noirs. Alors donc, vous quittez Vogue, on me renvoie. Vous publiez Oubliez Palerme, et c'est... Je me dis, il faut essayer de se retrouver un emploi, une raison d'être. Après tout, j'ai un manuscrit dans ma poche ou dans mon tiroir. Je vais le sortir si quelqu'un en veut. Eh bien, j'aurai toujours ça. C'était quand même un choc d'être envoyé sans indemnité. François Nourricier a démissionné en même temps que vous, d'ailleurs. Le même jour. Le même jour. Oui, oui. Il est allé porter. J'ai dit, pourquoi viens-tu écrire une lettre dans mon bureau? Il m'a dit, tu verras, quand je l'aurai terminé, je te l'ai lu. Il a démissionné, il est allé la porter lui-même à la poste en face, à côté de l'Assemblée. Mais j'ai été quand même très, très sonné. Et je me suis dit, bon, peut-être que ce roman va intéresser quelqu'un. Essayons. Et je l'ai envoyé à la fois chez Grasset et chez Gallimard, et les deux l'ont accepté. Vous êtes toujours resté fidèle à Grasset. Oui. Entre les deux, j'ai pris le plus petit. Pas de comparaison entre la surface de Gallimard, qui est de très loin le premier éditeur français, et Grasset de l'époque. Et savez-vous, depuis combien de temps il n'avait pas eu le Goncourt? 17 ans. 17 ans. Et vous avez été la 5e femme à avoir le prix Goncourt. Oui. En fait, vous devez ressentir mieux que quelqu'un d'autre ce que ressent un écrivain au moment de cette annonce.
Oui, c'était vraiment, c'était surréaliste. En plus, il faut voir les choses en face. Avoir été la rédactrice en chef d'un magazine de mode très élitiste, pour gens très riches, n'était pas la meilleure entrée pour devenir écrivain. Je m'attendais à recevoir vraiment une volée de bois vert. Et au lieu de quoi, j'ai reçu l'acceptation des... Ça, alors du coup, ça m'a redonné du pep. Et je me suis dit, bon, ben, je le donne au plus petit parce que c'est celui dans lequel je compte le plus d'amis. J'avais beaucoup d'amis qui étaient chez Grasset. Je suis chômeur. Je viens de recevoir un coup sur la tête formidable. J'ai besoin d'amitié. Je rentre dans la petite maison comme un cocon avec tous les copains autour de moi. Et puis tant pis pour Gallimard. 2 mois se passent et j'ai le Goncourt, évidemment. La maison Grasset était très heureuse. Oui. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui était très heureux aussi. C'est celui qui découvrait que pour la première fois, une citoyenne marseillaise avait le prix. Oui, ça, les Marseillais... C'est Gaston Defferre. Oui, c'est Gaston Defferre. Il m'a invité à venir recevoir la médaille de la ville. Et moi, je ne connaissais pas Gaston Defferre et je n'étais pas retourné, comme je vous l'ai dit. Je n'étais pas retourné depuis le départ en Jeep à côté de Bernard Simiot. Et je n'éprouvais pas peut-être une terrible envie de retourner à Marseille, pour 1000 raisons, parce que ma famille n'habitait plus, parce que beaucoup de garçons avaient été tués à la guerre, et je n'y mettais une très réelle mauvaise volonté. Jusqu'au moment où l'éditeur en chef, type extravagant, extraordinaire, qui était le directeur de Grasset, M. Privat, m'a dit « Edmond, assez, maintenant on va à Marseille, et pour être sûr que vous y alliez, je vous accompagne ». Et nous sommes partis tous les deux pour Marseille, recevoir la médaille, avoir une séance de signature très très intéressante, avec vraiment beaucoup de monde. Et moi, je suis rentré à mes pénates parisiennes et j'ai reçu un télégramme 24 heures plus tard, qui a été rédigé comme ceci: « J'arrive », signé Gaston Defferre. C'était complètement... C'est quand même formidable, voilà, ça. Formidable. Alors, il a donc eu un coup de foudre pour vous, et vous avez quand même mis 7 ans avant d'arriver à Marseille, vraiment? Oui, parce qu'il n'arrivait pas à obtenir son divorce, et qu'il n'avait rien à reprocher à son épouse, qui était une femme charmante, et que moi, je ne sentais pas une tellement grande nécessité d'être mariée. Donc, je ne voyais pas pourquoi il fallait absolument que tout finisse dans un mariage. Et ce n'était pas son opinion à lui. Et puis, 7 ans sont passés, c'est quand même long dans la vie d'une femme. Et puis, bon, sa femme a accepté le divorce et nous sommes mariés. Et je suis arrivée à Marseille. Retournant à Marseille, du coup, pour de bon. Oui. Femme de mère, vous avez bien sûr continué à écrire. Du prix Goncourt à la présidente de l'Académie Goncourt, pour vous, qu'est-ce qu'un bon Goncourt en fait? Quelles sont les qualités d'un bon Goncourt? Je crois qu'il faut d'abord qu'il soit... et que la langue qu'il utilise, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire langue noble ou langue populaire, il faut que l'homme ou la femme qui est digne de Goncourt ait un style, comme les grands écrivains. Vous lisez 4 lignes de Flaubert et vous savez que c'est Flaubert. Vous ouvrez au hasard un livre, si c'est Stendhal, à la 6e ligne, vous savez que c'est Stendhal. Il y a un son, il y a un ton. Si cet homme ou cette femme ne font qu'écrire comme tout le monde, mais tout le monde écrit. D'ailleurs, on dit en ce moment tout le monde écrit et personne ne lit. Donc, je veux dire, il faut d'abord du style, une force d'écriture, c'est l'essentiel. Et puis, il faut évidemment être assez solide. Un Goncourt, c'est vraiment comme une épreuve d'athlétisme. Il faut être prêt à satisfaire la formidable demande mystérieuse de ce prix connu dans le monde entier et qui, encore une fois, comme je l'ai dit quelque part ailleurs, est le travail de 10 hommes et femmes se rencontrant une fois par mois dans un restaurant, qui sont tous des bénévoles, qui ne reçoivent pas un sou. On se demande où on le prendrait, il n'y a pas de capital. Donc, c'est une académie sans capital, dans laquelle la raison d'être des gens qui sont autour, c'est de trouver un bon Goncourt. Évidemment, il y a eu quelques années, on s'est trompé. C'est obligatoire. Et puis, j'en arrive à l'autre condition, puisque vous me demandez qu'est-ce qui fait un bon Goncourt. Évidemment, il faut espérer
que le sujet attirera énormément de lecteurs. Car oui, c'est le tirage. Le tirage, on ne peut pas, on peut quelquefois faire une exception, comme nous avons fait l'année dernière, pour un styliste magnifique qui s'appelle Quignard. Vous ne regrettez pas, celui de l'an dernier? Oh là là, non. Je pense au contraire que c'est un point marqué. L'Académie, pour la première fois, a dit face au public, quand c'est bon, nous couronnons même si le livre est difficile et qu'il ne peut pas faire une énorme vente, car les ventes du Goncourt sont colossales. La vente d'Oubliez Palerme a été exceptionnelle. Complètement exceptionnelle, oui. Je crois que vous êtes en plus traduite en 24 pays. On est presque instantanément. À cette époque-là, on était traduit presque instantanément et presque, j'allais dire, sans lecture, simplement parce qu'on avait le livre était le Goncourt. Avec le temps et le terrible fossé qui s'est creusé avec l'Amérique en particulier, oui. Ils sont beaucoup plus regardants. Mais c'était pratiquement, ça allait de soi. Et j'ai été traduite, oui, dans, je crois, autour de 24 langues, dont des langues de pays comportant un nombre incroyable d'illettrés, comme les républiques soviétiques. J'étais traduit en kazakhan, et on trouvait ça normal. Ça s'est réduit avec le temps, mais ça amène encore, ça change la vie d'un écrivain. Ah oui, un écrivain peut enfin se dire, j'ai devant moi 2 à 3 ans de paix pour écrire. Et il peut en faire de la dépression, parfois. Oui, oui, il y a eu on peut dire qu'il y a eu des victimes du Goncourt, c'est Carrière, non? C'est Carrière, oui. Des gens qui n'ont pas supporté ce passage à la célébrité ou à la... Ne prenons pas de grands mots, ce n'est pas la célébrité, c'est la notoriété. Et qui sont si stressés quand ils redeviennent un citoyen normal qu'il y en a qui ont craqué. Mais ils en ont fait aussi un peu commerce de leur craquement. Oui. Et à quoi attribuez-vous le fait que l'on publie 2 fois plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans, alors qu'on dit justement que les ventes stagnent et qu'on parle beaucoup de livres, entre guillemets, mornés? C'est un profond mystère. Je ne sais pas ce qu'est la politique des éditeurs français qui, cette année, au lieu de nous... 691 livres cette année pour la rentrée. Certains parlent au-dessus de 700. Oui. Est-ce qu'ils n'ont pas une idée en tête qui est de faire de très petits tirages, c'est 1000 ou 1200, d'attendre, et que si le livre est primé pendant la saison littéraire, de pousser le livre. Il y a un calcul. Moi, je le trouve franchement cruel, parce qu'il est impossible de lire l'Académie, la nôtre comme une autre. On ne lit pas 700 livres. Justement, tout à l'heure, vous disiez, sous l'attente du livre sur la place, que vous ne pouviez pas lire 700 livres, que donc vous en aviez lu 1 par jour, ce qui était déjà beaucoup pendant l'été. Oui. Alors, comment choisissez-vous celui que vous allez lire par rapport à celui que vous ne lirez pas? Comment éliminez-vous les autres? Chacun a sa méthode. François Nourricier, qui est certainement champion en la matière, a une lecture en diagonale d'abord, donc sautant certaines pages, mais néanmoins ressort de cette lecture avec une connaissance approfondie du livre, ce qu'il est presque unique à savoir faire. On ne peut pas dire qu'il a sauté des pages, c'est ça qui est curieux. Il en a sauté, mais il a une telle connaissance, de la vie littéraire en France, du roman en général, des auteurs, qu'il a un flair que moi je n'ai pas, parce qu'on ne peut pas quand même oublier que moi je n'ai pas été élevé en France, que je suis arrivé en France pour la guerre, et donc je n'ai pas cette culture-là. Il a une culture romanesque, française, unique au monde. Bon, chacun autour de la table a plus ou moins sa manière. Moi, je suis obligé de lire le livre de la première page à la dernière pour avoir une vraie opinion. Et là, il faut simplement se poser des questions comme toute personne dans cette salle peut s'en poser. Est-ce que vous avez apprécié cette lecture? Est-ce que vous avez lu avec plaisir? Est-ce que quand vous reprenez votre livre, après vous être arrêté 10 minutes pour regarder la beauté du paysage, et est-ce que vous vous dites, quelle barbe, il faut encore que je lise? Bon, c'est tout vu. Si vous avez pris un immense plaisir à lire, du moins, je crois que nous sommes presque tous. Alors, vous vous alertez entre vous, quand il y en a un qui aime un livre, vous dites à l'autre surtout, lisez-le, ou lis-le, parce que vous tutoyez, je crois. Oui, ça arrive.
qu'on soit tellement emballé que l'on prenne le téléphone et qu'on dise à l'un des membres, écoute, lis ça, c'est formidable, c'est merveilleux. Mais n'oublions jamais que les académiciens Goncourt sont de drôles de zigotos. Hein. Ils ne sont pas faciles. Et quelquefois, ils n'aiment pas qu'on les appelle. Ils disent bah, « ça va bien, écoute, tu lis, ben, moi je ne lis pas, par exemple. » Donc, il faut savoir les prendre, il faut savoir s'ils sont bien lunés, s'ils ont envie d'avoir un coup de fil, s'ils n'ont pas envie d'être... Ils sont très difficiles. Encore une fois, c'est un amalgame humain qui n'a ni statut ni rien, qui ne sont ensemble que pour l'amour de la littérature. On conçoit. Alors, par exemple, moi j'ai eu des coups de téléphone tout à fait difficiles avec Tournier qui me dit « Écoutez, non, ne me téléphone pas, je suis en train d'écrire. Ben, » J'ai dit « Tu as de la chance. » Parce qu'il arrive à écrire oui, tout en lui, lisant. Oui, mais nous pas. Quand on lit, on n'écrit pas. Oui, c'est quand même difficile de faire les deux. Mais ça, il y a un équilibre, c'est très étonnant. Il y a un équilibre qui se forme de lui-même autour de la table. On sait que la partie droite de la table, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils fassent des découvertes extraordinaires parce qu'ils écrivent. Alors les autres font le travail. C'est très curieux. C'est anonyme. Hein. Ça, ne dites pas que je vous l'ai dit, mais en fait c'est comme ça. Est-ce que vous avez eu une grande bataille perdue? Oh oui. Je n'ai jamais réussi à décrocher le concours pour Bernard-Henri Lévy. Alors j'ai fini par leur dire, écoutez, vous êtes simplement jaloux. Il est très beau, il a des femmes ravissantes, un succès fou, vous êtes mort de jalousie. Ses livres se vendent 15 fois plus que les vôtres, donc vous êtes jaloux. Ils m'ont dit, ben oui, c'est vrai, nous sommes jaloux. Alors ça, on lui dira dimanche quand il arrivera, puisqu'il reçoit dimanche matin le prix des droits de l'homme. Régis Debray, jamais réussi non plus. Ils ont tous les deux, en début de carrière, ça remonte à l'année où je suis rentré moi-même au Goncourt, c'est-à-dire en 83, ils ont tous les deux commencé par des romans, tous les deux avec l'arrière-pensée de rester romanciers, et tous les deux, devant le silence de leur père, ont pris des chemins différents, les essais, et pour Régis, oui. Et des essais aventureux, disons, plus dans l'actualité. Plus de l'investigation, voilà. Quand même, oui, pour BHL. Alors, la question qu'évidemment on vous pose à chaque fois, chaque année, on vous parle de beaucoup de machiavélisme, on parle des rumeurs, des grandes manœuvres dans les coulisses des prix. On ne vous a vraiment jamais sollicité? On n'a jamais osé, quand on a sollicité, on a commencé à essayer de me téléphoner ou de m'inviter à déjeuner. Dans la période qui va, disons, du 1er septembre que nous vivons en ce moment, jusqu'à là, ils ont été reçus tellement froidement qu'ils n'ont jamais recommencé. Donc je veux dire, moi je ne suis témoin d'aucune magouille. Si il y en avait, il y a une belle lurette que je serais parti. Donc je n'ai jamais subi une pression. Il y a eu des bagarres épouvantables à l'Académie, mais ça, je dirais que c'est une preuve qu'elle est bien vivante. J'ai eu vraiment des moments très difficiles avec des membres de l'Académie sortant, claquant la porte, ne remontant pas, disant que notre choix était détestable et qu'ils allaient quitter l'Académie, par exemple. Donc, je veux dire, ce ne sont pas des gens... Même l'année dernière? L'année dernière, ça a été très dur. Oui. Très dur. Mais je pense, comment vous dire, que pour répondre à votre question, la presse nous fait une réputation que je considère malhonnête et erronée. Je pourrais donner, je ne le ferai pas parce que ce serait indiscret, je pourrais donner le nom d'académicien de l'Académie Goncourt que je n'ai jamais vu en 7 ans voter pour leur propre éditeur. Si bien que quelquefois je me suis trouvé montant à l'assaut pour dire à quelqu'un « Mais écoute, c'est un livre formidable et il est chez ton éditeur. » Et de m'entendre répondre « C'est pour ça que je ne vote pas pour lui. » Donc moi, c'est ça que je vois, donc c'est ça que je raconte. Oui. Libre à la presse de raconter autre chose. Et finalement, cette presse, quand elle parle de l'Académie Goncourt, elle signale surtout les incidents. Alors, l'oubli de Céline, bien sûr, dont on parle toujours, la démission d'Aragon, etc. J'ai quand même l'impression que le vrai phénomène, c'est ce public qui constamment vous reste fidèle et s'entend
de fidélité, c'est quand même fantastique. Oui, mais c'est fantastique, et puis ça prouve que... C'est un vrai fait de société, le Goncourt. C'est un vrai fait de société, c'est très réconfortant par rapport à, disons, la population française, car c'est quand même ici que ça se passe, et que c'est ici, en français, que le livre paraît pour la première fois. Comment est-ce que tout ça ne s'est pas délité, que ce prix Goncourt n'a pas perdu de sa saveur, que les Français se sont dit « Oh zut, encore le prix Goncourt, je ne l'achète pas ». Eh bien non, on voit des gens passionnés qui vous écrivent des lettres « Je ne partage pas votre opinion, je n'aime pas ce livre, voulez-vous me dire pourquoi ?» etc. Ça prouve qu'on s'intéresse. Donc moi, je dis, c'est un très, très curieux phénomène de société que le Goncourt, dont les Français eux-mêmes sont peu informés et qui ne se rendent pas compte du prestige du prix Goncourt à l'étranger. C'est ça qui a été pour moi, dans l'année dernière, la grande surprise. C'est quand j'ai appris que nous allions fêter pour la première fois le 100e anniversaire du prix Goncourt dans une université étrangère, et même pas dans une grande capitale, au fond de l'Écosse, à Glasgow, avec des professeurs, des universitaires, connaissant l'œuvre de Goncourt par cœur, comparant les romans, parlant anglais, le colloque était en anglais, et avec un esprit, une drôlerie, une gaieté que ont les universitaires anglais. Ça s'est terminé par une énorme blague que jamais on n'oserait faire à la Sorbonne ou dans une université française. J'avais vu, en fin de programme du colloque, un sujet qui allait être traité par un jeune universitaire de Eton College et qui était « Le Goncourt est-il une loterie ?» Je me suis dit, là nous allons en prendre plein la figure, il va dire « Dieu c'est quoi ?» Nous avons vu rentrer un jeune universitaire anglais beau comme un Jésus, avec des petits cheveux blonds, tout ce qu'il y a de plus joli, qui est rentré avec une lessiveuse en plastique, des boules comme on en a pour qu'on voit à la télévision, les boules de loto, et qui a commencé à secouer toutes les boules et qui a fait une sorte de portrait-charge, tout ce qu'il y a de drôle, mais qui impliquait une connaissance du monde littéraire, et tout le monde y était, tous les écrivains. Et j'ai fini par lui dire, mais comment connaissez-vous le monde littéraire pour pouvoir monter cette chose très drôle, très anglaise, on appelle ça practical joke, c'est pour finir en gaieté. Il m'a dit, mais moi, je lis tout ce qui paraît en français, et naturellement, ce dont il parlait avait été lu en français, pas en traduction anglaise. Je me demande finalement si le fait qu'il y ait tant de livres au moment de la rentrée littéraire, 700 livres, si c'est pas parce que tout le monde ne rêve pas, si c'est pas un peu de votre faute, si c'est pas parce que tout le monde ne rêve pas d'être un jour prix Goncourt. Mais vous savez que vous avez tout à fait, c'est pas moi qui vous contredirai, c'est un rêve qui a l'air d'entrer dans la tête des jeunes en même temps que l'envie d'écrire. Et moi, je passe mon temps à dire, écoutez, je vous en prie, ne mélangez pas les torchons et les serviettes. L'écriture est une chose, les prix en sont une autre. Occupez-vous d'abord d'écrire votre bouquin. Ne venez pas me dire, est-ce que j'ai une chance pour le Goncourt? Parce que, en plus, je suis là pour dire que ça peut arriver, qu'on peut avoir le Goncourt pour son premier roman, mais c'est sacrément rare. Nous sommes 2 ou 3. C'est un coup de chance absolument incroyable. C'est comme de gagner à la loterie. Mais il ne faut pas... Vous voyez qu'il y a quand même... Il y a de la loterie, mais absolument. Mais je veux dire, je ne crois pas qu'un livre puisse être écrit dans pour avoir un prix. Pour avoir un prix, non, oui. Ça ne peut pas être un bon livre. Une dernière question sur le Goncourt. Est-ce qu'en général, vous arrêtez votre choix tôt ou est-ce que pour vous, ça reste très ouvert jusqu'au bout? Est-ce que vous arrivez début novembre chez Drouin en vous disant « ce sera celui-là » ou est-ce que vous pouvez vous laisser encore convaincre? Attention, on ne peut pas ajouter un titre. Hein, la première liste est faite, oui. Qu'on a cru cette année, que nous avions quelque arrière-pensée pour faire une... C'est très drôle, les journalistes sont vraiment crevants. Que nous avions une arrière-pensée en établissant une liste qui avait 2 titres de moins que l'année dernière. J'ai dit, mais vous voyez... Il m'a dit, vous aviez une idée derrière la tête. J'ai dit, non, monsieur, je vous assure, absolument pas. Et j'ai trouvé qu'au lieu d'avoir 14 livres, je crois, ou 13, nous en avons 12. 12, oui. Parce que nous avons arrêté la liste à 12, mais il n'y avait pas eu un calcul. Nous apportons chacun nos choix
Et chacun d'entre nous apporte largement 30 livres. Ah oui. C'est vous dire l'évolution. On me dit, moi, que quelqu'un qui m'a précédé dans le fauteuil des Goncourt, Madame Colette, qui était présidente. Vous êtes la deuxième femme seulement. Lisait 6 livres par an maximum. Béni soit sa mémoire, parce que c'est vraiment pas notre cas. Donc nous arrivons chacun avec à peu près 30 livres, et on réduit, on réduit, on réduit. Celui des écrivains qui a son nom sur plusieurs listes part très bien, et on ne garde que ceux qui ont 4, 5, et quelquefois jusqu'à 3 voix, mais jamais en dessous. Un livre qui n'a que 2 voix parmi les académiciens n'a aucune chance d'être sur la liste. Alors la liste est publiée par l'AFP, c'est pain béni pour les libraires, qui pendant 3 semaines peuvent dire « écoutez, achetez ce livre, c'est lui qui va avoir le Goncourt, alors allez-y ». Et nous sommes très conscients de ça et très heureux que les libraires soient soutenus, parce qu'ils ont la vie pas toujours, ils n'ont pas toujours la vie facile. Et la réunion d'après est terrible, parce que elle marche avec des ciseaux, et il faut descendre de 12 à 6. Donc il faut en saquer 6. Et on publie cette deuxième liste. Vous allez la publier quand, la deuxième ? Dans 15 jours. Dans 15 jours. Et puis, il y a encore une sélection, et on a 3 noms. Et c'est sur les 3 noms, et seulement sur 3 noms, qu'on se réunit pour le jour des Goncourt. On ne peut plus rien changer. Je veux dire, on a 3 noms, il faut choisir le Goncourt parmi ces 3 noms. Alors, évidemment, je ne vais pas essayer de vous faire dire un nom, je sais bien que vous ne le diriez pas. Simplement, le centenaire du prix Goncourt, c'est une responsabilité particulière. Est-ce que vous avez arrêté votre choix, en fait? Moi, pas oui. Encore. Moi, oui. Mais j'espère ne pas avoir à utiliser ma deuxième voix, et j'espère n'avoir jamais à l'utiliser. Vous avez une voix double, comme présidente. Parce que ça veut dire que c'est le président ou la présidente qui font passer leur Goncourt de force. Et moi, j'aime plutôt travailler dans le consensuel, avec les gens discutant jusqu'au dernier moment. Bien, quelquefois, ça se termine mal, comme l'année dernière. Il y a des académiciens qui se fâchent, mais moi, je garde bonne... Je trouve que dans l'ensemble, n'en faisant pas un drame, l'atmosphère est assez formidable. Je crois que chacun d'entre nous arrive à la dernière réunion avec son Goncourt choisi. Ça n'est pas dit que ce soit le Goncourt. Mais oui, vous avez donc... Alors, nous parlions de rentrée littéraire. Vous n'êtes pas, vous, l'écrivain d'un livre par an. On sent chez vous un vrai plaisir à mener des enquêtes. Et alors, on a beaucoup parlé de François Nourricier, votre complice. Dans ce livre, moi, que j'aime beaucoup, qui est À défaut de génie, il vous consacre un chapitre entier. Oui, j'étais très surprise. Ah oui, un très beau chapitre, et il dit, je vais me permettre de le citer, je le citerai tout à l'heure encore d'ailleurs, « Parmi les qualités que j'aime chez Edmonde, je placerai en tête le sérieux. Il y a en elle du Maigret. Edmonde repère les détails et sait les faire parler comme un policier fait parler des indices. Mais elle, c'est pour comprendre les glissements d'une vie, ses secrets, ses ombres. Plus souvent pour innocenter que pour accuser. Justicière de tempérament, Edmonde aime l'indulgence. Avec les femmes, peut-être un peu plus qu'avec les hommes. » C'est lui. Vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que c'est une pierre dans le jardin des hommes ? Oui. Est-ce que c'est un peu ça, finalement, qui vous a fait écrire sur Isabelle Ebrard ? C'est peut-être un peu ça, mais c'est peut-être aussi parce que j'entendais parler d'Isabelle Ebrard depuis que j'étais toute petite. Pourquoi ? Parce que ma famille était intimement liée avec le maréchal Lyautey. C'était, on peut dire, d'abord, depuis, mon grand-père avait empêché le maréchal Lyautey de quitter l'armée. Le jeune capitaine, commandant Lyautey à l'époque, ne supportait pas la vie de garnison et avait décidé, écrit une lettre, que j'ai d'ailleurs, à mon grand-père, pour lequel il avait une énorme estime, et en lui disant, eh bien écoutez, puisque vous êtes le maître de l'armement français, il faut trouver un emploi pour moi, j'en peux plus, je ne peux pas vivre en vie de garnison. Et non seulement mon grand-père a empêché cela, mais il l'a fait partir,
il a demandé à Jeannard, qui était donc résident général de France en Algérie, où il y avait la guerre, il a dit « J'ai l'officier rêvé pour vous », et Lyautey est parti pour Ain Sefra, l'endroit où il a rencontré Isabelle Eberhardt. Et donc, Lyautey parlait beaucoup d'Isabelle. Moi, j'étais môme, toute petite gamine, mais les choses, c'est fou ce qu'elle vous reste dans l'oreille. Moi, je me demandais tout le temps, mais qui c'est cette Isabelle dont ils passent leur temps, les vieux, les parents, passent leur temps à parler. Donc, quand j'ai eu l'occasion de lire un peu quelques œuvres d'Isabelle, je me suis dit, mais c'est une vie extravagante. Nous n'allons pas la raconter ce soir, mais c'est une vie absolument étonnante. Quand même. Et donc, ma réponse est que c'est un nom qui m'était familier et que c'est une découverte que j'ai faite à travers la lecture en me disant, mais ce qui reste à faire, c'est d'écrire sa vie. Parce que sans vous, elle serait un peu tombée dans l'oubli. Elle est connue d'initiés, mais pas du grand public. Vous savez, toute son œuvre, quasiment toute son œuvre, est reprise par des éditeurs depuis 4, 5, 6 ans. Bon, c'est pas une femme célèbre en tant qu'écrivain. J'ai beaucoup hésité à écrire ce livre. C'est Madame Yourcenar qui m'a convaincu qu'il fallait le faire. Elle m'a dit un jour où je lui apportais des chansons du désert et des petits récits d'Isabelle racontant des faits, on pourrait presque dire des faits divers du désert. Comment une femme en plein désert accouche-t-elle? Qui l'aide? Quand quelqu'un meurt, qui est et quel est le métier de laveur des morts, par exemple? Les chansons et les chants, pourquoi chansons? Les chants rituels. Pas folle, Isabelle avait compris que les choses allaient changer très vite, qu'on allait les perdre. De même les broderies. Les broderies, donc folkloriques, disons entre guillemets, du désert, elle rapportait tout ça à Madame Benaben, et Marguerite Yourcenar, qui était en vacances à Marseille, m'a dit « Mais vous hésitez ?» m'a dit « Mais c'est l'approche la plus moderne qui soit. » Elle fait une approche d'ethnologue. Et c'est absolument vrai. Madame Yourcenar, à l'époque, faisait des recherches sur les musicals et les chansons des Noirs. Oui. Donc, je veux dire, c'est très difficile de répondre. Pourquoi est-ce qu'on on choisit un sujet? Parce que le sujet, c'est lui qui vous choisit. Et puis, c'est une rebelle, voilà. Et vous aimez bien les rebelles. Déteste pas. Alors, c'est une aventurière qui est née de l'union un peu fantasque d'une jeune Russe avec son précepteur. Oui. Elle a passé sa jeunesse à Genève, en Suisse. En immigré. Et qu'est-ce qui lui a tout d'un coup donné le goût du désert? L'époque. Une époque de terrorisme, d'ailleurs. Une époque de terrorisme en Europe. À cause du terrorisme anti-tsariste, qui a fait un nombre de morts invraisemblables, qui a fait que tous les sujets russes en pays étrangers étaient surveillés par la police et considérés comme des terroristes en puissance. Et je répondrai d'abord à quelque chose sur lequel vous ne m'interrogez pas, c'est que peut-être qu'une des caractéristiques les plus étranges d'Isabelle a été d'être suspect depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Toute sa famille a été surveillée par la police journellement, parce qu'elles étaient russes, donc possiblement terroristes, donc dangereux, surtout quand venait le tsar en voyage officiel, donc sujet qu'on envoyait volontiers en prison pour la durée du voyage du tsar. Et elle a connu ça toute sa vie. Je crois que c'est ça qui m'a le plus intéressée, parce que, je ne le cache pas, je suis très intéressée. Je l'ai prouvé en écrivant « Oubliez Palerme », qui après tout est l'histoire des émigrés italiens partant pour l'Amérique et faisant des métiers de chiens. Il y a de cela dans « Oubliez Palerme ». Et le fait qu'Isabelle ait émigré est au fond la raison profonde pour laquelle j'ai écrit le livre. Ce n'est pas parce qu'elle a choisi l'islam, ce n'est pas parce qu'elle a pris un nom masculin, ce n'est pas parce qu'elle a fait tous ses voyages habillée en cavalier arabe et prétendant qu'elle était un homme. Oui, pourquoi s'est-elle toujours habillée en homme? Gosse, elle usait les costumes de ses frères aînés. Elle n'a jamais porté un costume de petite fille de sa vie. On l'a habillée en garçon, ce qui est très extraordinaire, puisqu'à l'époque, dans les familles riches, on habillait les garçons en petites filles, n'est-ce pas? Et il y a un témoignage d'ailleurs de celui qui pour moi est son père, mais qui officiellement est le précepteur, qui
présente Isabelle en train de couper du bois à un visiteur en disant « Vous êtes étonné, vous croyez que c'est un garçon? Non, c'est ma fille. » Et elle est habillée en garçon parce que je trouve que c'est mieux, c'est plus sûr. Et il y avait une idée de préserver cette petite fille. Donc elle n'a jamais été de sa vie habillée en femme. Et elle a donc essayé. Aurait-elle été habillée en femme? Vous croyez vraiment qu'elle aurait pu traverser le Sahara? Mais elle aurait été violée, ridiculisée, alors que, portant le nom de Si Mahmoud et disant aux Arabes « Je suis un homme », ils ont accepté cette façade, ce symbole. C'est très étrange qu'on n'ait jamais essayé de lui dire « Mais enfin, ça ne prend pour personne ». Non, non, on a joué, voilà, je cherchais le mot. Les Arabes ont joué le jeu. Pourquoi? Je n'ai pas la réponse. Elle a quand même eu une vie d'une dureté, d'une violence. Elle a failli... enfin, il y a eu un attentat, un des premiers attentats intégristes, oui, finalement. Elle a vraiment été victime du premier attentat intégriste, puisque quand on a pris le garçon qui est donc arrivé avec un sabre et l'aurait tué s'il n'y avait pas un fil d'étendage de linge qui a arrêté le sabre et l'a fait dévier. Au lieu qu'elle le reçoive en pleine figure, elle a eu le bras droit très, très, très sérieusement blessé jusqu'à l'os. Et elle a craint de ne pas pouvoir écrire. Donc, quand on a pris ce garçon et qu'on lui a dit « Mais enfin, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi as-tu essayé de tuer cette femme ?» Il a répondu « Parce qu'elle dérange Allah. » Et on a compris que donc c'était une Zaouïa qui avait envoyé ce garçon, exactement comme aujourd'hui, les kamikazes d'aujourd'hui. Ce qui est étonnant. Et ça a été cet attentat a été un scandale que toute la presse française a repris. Isabelle a été expulsée d'Algérie alors qu'elle était fiancée, donc séparée de son fiancé arabe. Elle est rentrée dans une misère noire à Marseille, où elle ramassait les feuilles de platane pour les fumer. Elle ne pouvait même pas s'acheter de cigarettes. Avec l'idée fixe de retourner en Algérie, et elle a réussi, puisqu'elle a réussi à faire venir son fiancé en tortillant par un charme immense qu'elle avait, en entortillant un colonel français au nom inoubliable comme d'un personnage d'Offenbach qui s'appelait le colonel de Rancougne. Elle a convaincu le colonel de Rancougne de faire venir son fiancé et de le permuter avec un neveu de cet aristocrate français qui a accepté. Il a donc envoyé son neveu en Algérie prendre la place de Slimane dans le bataillon ou le régiment algérien dans lequel il était, et Slimane est arrivé en France. Il l'a épousée, elle est devenue française, l'Algérie était un département français, on ne pouvait plus l'expulser, elle est retournée en Algérie, ce qui est quand même, c'était également totalement suffocant. Ah, elle a une vie extraordinaire, un itinéraire... Elle était... À 24-25 ans, elle était une clocharde. Oui, parce que tout à l'heure, vous disiez qu'elle avait un charme fou, mais en fait, on voit aussi qu'elle avait les dents pourries. Elle avait l'air d'une vraie clocharde du désert, en fait. Oui. Qu'est-ce qui a fasciné Lyautey en elle? Ah, ça, c'est toute une histoire. Lyautey était complètement fasciné. Il a été absolument extraordinaire. C'était vraiment, vraiment un homme qui avait une vision. Il admirait l'écrivain. Et quand elle est morte dans une inondation en plein désert, il faut le faire, c'est pas courant non plus. Tout ce qu'elle fait ne ressemble à rien d'autre. Moi, quand on écrit que cette fille meurt dans des inondations à Ain Sefra, on croit rêver. Mais c'est quand même comme ça. Donc, dramatique inondation. Au début du siècle dernier, donc en 1904. 1904. Un oued gonflé par un orage, très loin, arrive en catastrophe sur Ain Sefra. Dans les quartiers bas, il y a évidemment les indigènes. Dans les quartiers hauts, sur un mamelon, il y a évidemment, et c'est normal, l'armée française. L'armée française voit avec stupéfaction une trombe arriver sur le village, descend sur le village pour essayer de sauver les gens. Un premier mort, un deuxième mort, des chevaux. Le commandant Lyautey, le colonel Lyautey, donne l'ordre d'arrêter. Et on assiste à des scènes d'apocalypse, comme par exemple un Stite monté sur le toit de l'école avec ses mômes avec lui, et des gosses ayant eu peur, qui s'étaient cachés sous des pupitres, emportés par les flots. Des visions effrayantes. Il y a beaucoup de morts, et puis tout à coup, l'oued commence à baisser,
Et Lyautey renvoie la Légion, toujours elle, et dit, ça y est, on commence, on essaye de sauver tout ce qu'on peut essayer, l'eau baisse. Parmi les manquants, Isabelle Eberhard. Alors on se pose des questions, on se dit, elle est très bonne nageuse, elle a dû être emportée par le courant, et on commence à fouiller en dehors d'Aïn-Sefra, et on ne la trouve pas. Et c'est là que Lyautey montre un intérêt étonnant pour ce que, je répète, était à l'époque une femme de 27 ans réduite à un état voisin de la clochardise. Quand elle meurt, elle n'a pas été sous un toit, pour dormir sous un toit depuis 3 mois. Alors Lyautey dit bien non. Moi, je n'accepte pas que ce corps disparaisse, alors vous allez le chercher. Et les fouilles reprennent. Et il y a un légionnaire qui dit « Et si elle était sous sa maison ?» Et on va dans la maison et on trouve le cadavre d'Isabelle tenant tous ces manuscrits contre elle. Et on pense qu'elle est re-rentrée, que quand l'onde est arrivée, elle est re-rentrée dans sa maison pour aller chercher ses manuscrits, et que la maison empisée s'est effondrée sur elle. L'histoire ne s'arrête pas là, elle pourrait s'arrêter là. Lyautey prend en main l'enterrement d'Isabelle, la fait enterrer à ses frais dans le cimetière musulman, puisqu'elle est musulmane. La tombe est toujours là, elle n'a jamais été vandalisée, ce qui est un signe, hélas, par rapport à tant d'autres dont ce n'est pas le cas. Jamais vandalisé, et il ne s'arrête pas là, il dit maintenant il faut retrouver tout le manuscrit. Et nous voyons les légionnaires à la pêche, sortant de l'eau, des feuilles de papier qu'ils font sécher comme du linge, et Lyautey suivant cette opération, disant il faut tout retrouver, et quand on retrouve tout, il donne à un lieutenant qui s'appelle le lieutenant Paris. Il lui fait traverser un pays beaucoup plus grand que la France, qui s'appelle l'Algérie. Il lui dit « Tu vas à Alger et tu apportes ça aux archives de la résidence générale de France. » Et on apporte tous les manuscrits d'Isabelle. S'il n'avait pas fait ça, nous ne serions pas là ce soir. Qui parlerait d'elle? Puisque ses œuvres ont été publiées 4 ans après sa mort, ce qui est très peu. Elle a eu un purgatoire très court. Et aussitôt publié, ce sont ses journaliers, la presse française a dit « Mais c'est un écrivain formidable. » On la trouve en librairie. On peut sans arrêt... Tout ce qu'on veut. Vous avez les œuvres complètes d'Isabelle en librairie. Chez Grasset, d'ailleurs. Elle avait une culture littéraire et géopolitique étonnante. Finalement, d'une certaine façon, ça a été une des premières femmes correspondantes de guerre. Il n'y a pas eu... Elle est la première correspondante de guerre, puisque Lyautey lui avait donné un laissez-passer pour pouvoir envoyer des articles à un journal bilingue arabe-français qui s'appelait Akhbar, qu'elle représentait, mais jusqu'à Lyautey, l'armée faisait un niet complet au voyage d'Isabelle en territoire militaire. Alors que Lyautey lui a dit « Mais vous faites votre métier de journaliste comme si vous étiez un homme. » Et elle a donc eu un laissez-passer signé Lyautey, lui donnant accès aux zones militaires. Ce qui est 1904. 1904, oui. C'est quand même totalement extraordinaire. Elle a été la première femme reporter de guerre. Ça, il n'y a pas de, je ne crois pas qu'il y en ait eu d'autres. En quoi est-elle actuelle pour vous aujourd'hui? Elle est actuelle déjà d'une période très étrange de notre histoire qui est 1968. À mon avis, elle est la grand-mère de tous les gosses qui sont partis pour Katmandou, qui se sont mis un anneau dans l'oreille, qui ont voulu être hindous, qui ne sont pas revenus, qui se sont drogués, qui ont désespéré leur famille. Cette rupture avec... Il y a de ça chez Isabelle, quand elle claque la porte sur l'Occident par dégoût et va vers l'Orient, vers le désert pour se trouver elle-même. Et je trouve que dans la jeunesse d'aujourd'hui, qui est souvent tellement problématique et qui, moi, me bouleverse et m'occupe presque entièrement. Je passe mon temps à être avec des jeunes, à essayer de comprendre, de les aider, mais c'est difficile quelquefois. Eh bien, je pense qu'elle est de cette jeunesse bouleversée que nous avons en charge aujourd'hui et dont nous savons quelquefois pas que faire. Est-ce qu'elle était très mystique? Est-ce qu'elle s'est trouvée? Est-ce qu'elle a été heureuse?
Heureuse, sûrement pas. Heureuse, sûrement pas. Non. Et est-ce qu'elle s'est trouvée? Sûrement pas. Je crois qu'elle se serait... Lyautey, dans son texte, laisse entendre combien il est attristé par sa mort, mais qu'après tout, c'était peut-être mieux, qu'on ne sait pas ce qu'elle serait devenue. Elle était très russe, elle buvait comme un trou, elle se saoulait la gueule, c'était effrayant, elle fumait l'opium, tout ça est très usant pour un homme, c'est encore plus usant pour une femme. Est-ce qu'elle aurait été plus forte en prenant de l'âge? J'en sais rien. Elle était quand même une femme extrême, ça, et très très russe, je répète. La russité d'Isabelle est étonnante. Vous avez eu des articles de presse superbes sur ce livre, et j'ai relevé une phrase justement qui vient de la demi-page qu'il y a eu dans le Figaro littéraire et qui est signée Pierre Marcabru, où il dit « Isabelle du désert commence chez Tourguenieff et finit chez Loti. Nous passons de la Russie au Sahara sans quitter les aléas de la littérature, et pourtant tout est vrai, car Isabelle ne ment jamais. » Oui, c'est vrai ça? C'est Marcabru qui a écrit ça. C'est Marcabru qui a écrit ça, très joli. Oui. C'est une très, très jolie définition d'Isabelle. Ça lui correspond, oui, ça lui correspond bien. Oui, et ce qui est extraordinaire, qui est une bonne nouvelle en soi, c'est que quand j'ai écrit la première partie de ce livre... Oui, parce que ce livre réunit deux livres qui étaient les deux... Oui, un qui était son enfance et qui s'appelait, c'est devenu... Il est toujours Un désir d'Orient, c'est sa vie d'adolescente, la plus grande partie de sa vie d'ailleurs. Bébé jusqu'à l'époque où sa mère meurt, et une deuxième partie qui s'appelait Nomade j'étais, et qui ont été dans le commerce, et puis mon éditeur, c'est son initiative, moi je pensais que ça n'aurait aucun succès, mais enfin c'est le contraire, il a mis les deux choses ensemble et m'a demandé de faire... Vous avez retravaillé à nouveau? Retravaillé, absolument, et à partir du moment où les photos ont été ajoutées, le personnage d'Isabelle a pris une nouvelle dimension, et surtout en Algérie. Est-ce que vous êtes allé le présenter là-bas? Je crois que oui. J'étais déjà allé présenter la première partie à un moment difficile de l'histoire d'Algérie, quand il y avait 2 ou 3 barbus dans la salle qui m'interpellaient, qui m'ont considérablement énervé. J'aurais dit en tout cas, écoutez, cessez de m'engueuler, vous parlez français, c'est déjà un avantage, vous devriez plutôt me remercier. Ils se sont calmés. Donc ça a été un bon point. C'est étendu. Et maintenant, ça ne l'est plus. Ils étaient en arrière de la main parce que les intégristes avaient fait courir le bruit stupide qu'elle était une espionne payée par Lyautey. Vous imaginez, comme si Lyautey allait prendre pour lui donner des renseignements, une fille qui buvait, couchait, dormait à la belle étoile. Il admirait Isabelle en tant qu'artiste, mais il n'allait pas lui donner une responsabilité militaire. Ça m'a mis hors de moi. Donc ça courait, ce bruit courait que c'était une espionne des Français. À l'époque où, il y a 12 ans, hein, où j'ai écrit la première partie. Et puis, ils ont viré leur cutie. Ils ont changé. Ils ont commencé à la prendre en considération comme écrivain. Et maintenant, ils m'invitent au Centre culturel algérien de Paris dans 8 jours pour toute une soirée Isabelle Eberhardt. Le Centre culturel algérien de Paris. C'est pas détendre, hein, ni, disons... Ils représentent l'aile avancée des intellectuels algériens. Donc maintenant, ils commencent à réaliser que leur accusation est bébête, donc ils font silence, ils commencent à considérer qu'elle a été une grande journaliste, ce qu'elle a été, et ils commencent à être fiers d'avoir eu Isabelle Eberhardt chez eux. Est-ce que vous êtes traduite en arabe? Oui, comment? Oui, la première partie seulement, malheureusement, ça prend un temps, ils ont si peu d'argent, il faut leur trouver des fonds, il faut les aider, je les adore, mais ils sont quelquefois un peu casse-pieds. Hein. Alors, on va laisser le public vous poser quelques questions. Je voudrais, moi, vous demander encore quelque chose. Vous avez été la biographe de Chanel, autre personnage démesuré. Est-ce que, finalement, avec du recul, il est plus facile d'écrire sur quelqu'un de mort, comme Isabelle, ou sur quelqu'un de vivant, avec laquelle vous conversiez tous les jours plusieurs heures? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui est plus difficile. Les deux choses sont difficiles. On sait, dans le cas... Très souvent, les biographes qui écrivent une biographie du vivant de leur sujet savent qu'ils ne pourront pas la faire paraître aussi longtemps que le sujet en question sera vivant. C'était mon cas. C'était votre cas, oui. Je savais que si je faisais paraître l'Irrégulière,
Chanel aurait été ivre de rage. Elle n'acceptait qu'une chose, elle n'acceptait pas la vérité de sa vie, elle ne voulait que sa légende. Cette légende, elle a essayé de me l'imposer, de l'imposer à Louise de Villemorin, de l'imposer à Morand, de l'imposer à Kessel, qui lui ont dit chaque fois, écoutez, cher, c'est un conte de fées que vous voulez, mais votre vie n'était pas comme ça. Alors moi, je n'ai pas pris ce chemin. J'écrivais tous les soirs en rentrant de chez elle. Je me suis dit, le jour où elle ne sera plus là, que Dieu la garde, mais moi, je fais mon bouquin. Et j'ai écrit très librement, étant donné que j'écrivais avec l'idée de ne jamais lui faire de la peine et sûrement pas d'écrire du vivant. Mais je pense que c'est une folie de faire sa biographie de son vivant, parce qu'on ne se sent pas libre. Et il faut être très libre, il faut pouvoir tout dire dans une biographie. La force de la biographie, c'est de dire tout ce que l'image ne peut pas dire, ce qu'aucune photo ne peut apporter, le texte peut. Donc la force du mot, et d'ailleurs le très beau slogan de Match, je crois que c'est la force des mots, la puissance des images. Moi je dis, la plus belle photo, la plus importante photo d'actualité en dit moins que quelqu'un qui a assisté au fait et le raconte. Et là, il faut être libre, il ne faut pas se dire, si je dis ça, elle me fait un procès. Ou... C'était une femme assez inquiétante, hein, Chanel. On n'était pas tout à fait à l'aise avec elle. Elle m'aurait fait elle était très très seule, oui. Très seule, et les visites, c'était pathétique, on n'arrivait pas à s'en aller. Il était minuit et demi. Moi je disais, mademoiselle Chanel, moi je travaille demain. Non, reste encore un instant. Elle ne pouvait pas être seule. C'était un génie, hein. Je mesure mes mots, cette femme avait du génie dans beaucoup de domaines, pas seulement dans la mode. Mais enfin, je n'ai jamais envisagé une seconde de publier ce livre aussi longtemps que mademoiselle Chanel était vivante. Et vous n'avez jamais envisagé une seconde d'écrire vos mémoires? Ah, c'est fou ce qu'on m'embête avec cette histoire. Hein. Alors vraiment, là je retire ma question s'il le faut. Non, mais mon éditeur me passe son temps à me dire maintenant il faut que tu écrives tes mémoires. Et d'ailleurs, je ne veux aucun autre livre que les mémoires. Et moi, je dis que je n'ai pas tellement envie. Et puis là, il y a la promotion du Goncourt. Maintenant, il faut faire un beau Goncourt. Alors, à la présidente du prix Goncourt, à la grande résistante, à la journaliste, est-ce que vous avez des questions? Alors, nous avons toujours un problème de lumière ici à Poirel qui fait que l'on voit rarement les mains se lever. C'est la première question qui est la plus dure. Qui a du courage pour lever le silence? Ah, voilà, c'est un homme. Vous voyez? Qui s'est caché, là. Qui s'est caché. Vous allez avoir un micro, monsieur. Voilà. En tant qu'écrivain, que pensez-vous de la bataille continuelle entre les libraires et la grande distribution? En ce qui concerne les livres, bien sûr. Bien sûr, oui. Je pense que si un jour il n'y avait plus en France de librairies indépendantes, privées, ce serait une catastrophe épouvantable. Mais qu'évidemment, la grande distribution et la FNAC et Virgin offrent un autre type de vente de livres qui n'est pas satisfaisant, et en particulier pour les jeunes. On peut acheter de cette manière-là des disques, mais le secours et le conseil d'un libraire me paraît, dans une période difficile où le livre souffre d'une certaine mévente, à aider. Je suis, moi, disons, de ces écrivains qui gardent une partie de leur temps, qui pourrait être un temps, disons, de vacances ou de voyage, pour garder le contact avec les libraires, et plus particulièrement les libraires de province, et les mettre dans le coup et leur proposer autant de visites que possible. Je crois que la grande distribution ne résout pas les vrais problèmes de la lecture, mais elle est là, elle est très puissante. Elle ne dévore pas toujours, et quelquefois elle est dévorée. Je connais des librairies qui ont damé le pion, je ne vous dirai pas lesquelles, ce n'est pas mon genre, mais des librairies de province, de grandes villes de province françaises, qui vendent plus que ce qui leur a fait le plus peur au monde, c'est l'installation de la FNAC dans leur ville. Est-ce que cette réponse vous va? Vous aviez quelque chose de plus à demander? Il est content. Une autre question.
Il n'y a vraiment aucune main qui se lève? Si? Oui. Bon, alors, ça y est, c'est ici, madame. Oui. Ici en face. Bon, alors, madame, vous nous avez captivés. Enfin, je dis quelque chose que tout le monde ici ressent. Mais les jeunes, maintenant, c'est un sujet difficile, je sais, mais enfin, c'est utile d'en parler. On ne leur apprend plus vraiment à lire. Comment vous ressentez-vous la chose? Oui, oui, vous avez complètement raison. On ne leur apprend. Est-ce que c'est le système pris, le système choisi par les éducateurs et les enseignants français qui ne marche pas? Mais il n'y a jamais eu autant de gens lisant mal. Je ne doute pas une seconde du dévouement et de la compétence de nos enseignants. Moi, je n'ai avec eux que des relations totalement exceptionnelles, autant en France qu'à l'étranger. Donc je crois que s'il faut s'en prendre à quelque chose, ce n'est pas aux enseignants, c'est au système. Et je voudrais profiter de ce que vous m'avez dit pour dire à quel point il est important que des villes comme Nancy accordent une importance très grande à la culture, car c'est un palliatif à ce que vous dites, à savoir le manque de connaissance véritable de la lecture, en particulier dans les jeunes. Si on apporte aux jeunes des pièces, si on fait des efforts, comme le fait d'ailleurs, je ne le dis pas par flagornerie, l'activité du maire Ossino est évidemment exemplaire en France. Moi, il se trouve que je suis dans une ville où actuellement il y a des enfants de 13, 14 et 15 ans qui n'ont jamais entendu une tragédie de Racine, ne savent pas qui est Corneille, pour ne l'avoir jamais entendu, pas plus que Molière. Donc je veux dire, ce qui nous est enlevé par le système de vie ou, disons, le rythme de la vie d'aujourd'hui, s'il n'y a personne parmi les élus ou parmi les responsables d'une ville pour pallier à cette difficulté, en donnant de la culture par tous les moyens, vous rattrapez les gens qui ne lisent pas, qui tout à coup ont envie de lire. J'ai assisté à quelque chose d'extraordinaire il y a moins de 4 jours, aux environs de Marseille, où j'ai vu arriver une famille d'émigrés kabyles, dans laquelle la mère était illettrée, les 4 enfants, 3 filles et un garçon, licence de philosophie, licence de géographie, animateur, et le garçon, géographie. Je me suis dit, mon Dieu, mais si des petits Français du même niveau social, c'est-à-dire le plus douloureux, le père était ouvrier fraiseur, si ces gosses qui ont plus que ces petits émigrés voulaient au moins apprendre à lire, c'est véritablement un drame. Vous avez complètement raison, mais moi je suis optimiste de nature. J'ai l'impression que nous allons vivre un tournant. Il y a un retour de la demande culturelle, il y a une plainte, quand ils savent se plaindre, et je dis, il faut veiller, évidemment, les illettrés sont là, et j'en rencontre tous les jours, en tout cas dans ma ville. Donc c'est une lutte, en partie une lutte que nous prenons en compte à l'Académie, où véritablement tout le monde est impliqué dans ce que nous appellerons entre guillemets la bataille du français. Nous allons partout où le français est en danger pour dire, mais écoutez, continuez à parler français, s'il vous plaît. Vous avez une superbe langue, la plus souple qui soit, la langue diplomatique, s'il vous plaît, apprenez-la. Mais je pense que nous sommes dans la période la pire de la crise et qu'il y a quelques chances, quelques signes d'amélioration. Je ne peux pas vous répondre mieux. Oui, cet optimisme est réconfortant. C'est pour ça aussi qu'il est important qu'un maximum d'écrivains aillent dans les classes, dans les écoles, rencontrent les enfants. Nous avons, à ce propos, ne l'oublions pas, nous avons créé le concours des lycéens avec une majorité on ne peut plus fragile autour de la table. C'était le côté qui écrivait ou le côté qui n'écrivait pas? C'était un côté qui était contre l'idée que nous puissions donner le nom de Goncourt à quelque chose d'autre qu'au prix Goncourt, et qui était absolument opposé à ce Goncourt des lycéens qui maintenant déplace
des hordes de lycéens à travers la France et qui, pendant 2 jours à Rennes, travaillent du matin jusqu'au soir uniquement sur les livres, pourquoi ils les ont choisis, et sont prêts à en venir au point quand ils ne sont pas d'accord sur le titre, ce qui est très bon signe. Donc nous avons fait cette création du Goncourt des lycéens qui investit 15 collèges, chaque fois différents, chaque année différents. Toujours dans l'optique d'ailleurs de ce que vous disiez, de pousser à la lecture et à la connaissance du français. Alors, une autre question, peut-être une femme? Oui. Pour vous-même, quand pouvez-vous trouver le temps d'écrire? Bien, c'est mon problème depuis que j'ai été demandé par mes collègues de devenir leur présidente, il y a moins d'1 an. Je dois le dire très, très humblement, je n'imaginais pas que c'était une charge aussi prenante. J'aime à croire qu'elle est aussi prenante que parce que c'est l'année du 100e anniversaire, qu'on retrouvera une vitesse de croisière vivable, mais telle que je vis là, je ne peux pas écrire. Sans compter que je suis quelqu'un qui écrit très lentement, qui met 6 ans pour écrire un livre, que le moindre rendez-vous dérange, et donc c'est toute une organisation de vie. Mais où on accepte de faire les choses, où on ne les fait pas. Il est clair que si je devais continuer à ne pas pouvoir écrire, je trancherais. Je démissionnerais, ou je dirais à mes collègues, trouver quelqu'un d'autre. C'est très, très, très envahissant. Alors, je répète, je crois que ça l'est surtout parce que nous vivons une année du centenaire du prix Goncourt dans laquelle s'est impliqué l'État, la République, et qui rend notre situation d'académicien encore, disons, plus délicate. Nous ne pouvons pas dire, écoutez, l'État, vous faites tout ça, et nous, rien. Donc, ils font, je crois l'avoir dit, ou vous l'ai-je dit, je ne vous ai pas parlé des festivités Goncourt qui se préparent, avec une très grande exposition à la Bibliothèque nationale, François Mitterrand, c'est-à-dire le grand building moderne. Ça va être très spectaculaire. J'ai vu des maquettes. Bon, c'est assez fantastique, sur les Goncourt seulement. Hein. Et puis une soirée de lecture par de très grands comédiens français, Arditi, Claude Rich, de passage du journal des Goncourt, et ensuite 2 colloques. Un entièrement consacré aux frères Goncourt, qui étaient-ils, quel était leur milieu, comment vivaient-ils en Lorraine, etc. Et un autre que sur les auteurs primés Goncourt. Et il paraît qu'il y a une demande universitaire considérable et beaucoup d'universitaires venant de l'étranger. Alors, ma réponse est toute simple. On ne peut pas, évidemment, laisser les gens travailler et dire « écoutez-moi, excusez-moi, je ne veux pas être dérangé, j'écris ». Ça me paraît totalement impossible. Pour le moment, je fais passer l'académie avant. Et vous avez un sujet dans la tête? Oui. Une biographie de nouveau? Non. Ah. Bon, j'aurais essayé. Y a-t-il une autre question? Oui. Cette fois, j'ai vu une main se lever. Madame. Je suis personnellement assez consternée plutôt, par la détérioration de la langue française. Je ne parle pas seulement de l'introduction des termes anglais, plus ou moins bien prononcés d'ailleurs, mais je pense à 2 choses qui sont très très frappantes. Par exemple, l'omission presque systématique du ne de la négation. J'aime pas, je vois pas, je sais pas, etc. Ah oui, ça, on vit comme ça maintenant. Voilà. Et d'autre part, le rejet du pronom interrogatif en fin de phrase. Et tu t'appelles comment, t'es venu quand, des choses comme ça. Pensez-vous que c'est vraiment dommage, ou faut-il l'accepter? Et si on l'accepte, tant pis. Si on ne l'accepte pas, comment peut-on rattraper la chose? Non, il faut l'accepter. Une langue, c'est comme un tissu vivant. Il faut qu'elle prenne au passage. Non seulement il ne faut pas arrêter, parce que vous pourriez courir le risque que celui que l'on gourmande parce qu'il ne parle pas bien le français choisisse une autre langue. Moi, ce qui me fait beaucoup plus peur que ce que vous dites, c'est l'invasion de la langue anglaise.
quand vous pensez, c'est totalement terrible. On ne se rend même pas compte jusqu'où ça va. Maintenant, nous avons, moi, mon posé, mais je reviendrai à votre question, c'est un aparté que je fais. Je ne peux pas admettre que l'on propose, pour recevoir un prix, qui est le prix Goncourt, des livres, et ça nous est arrivé, et ils sont publics, des livres dont les titres sont entièrement en anglais. Windows on the World de M. Beigbeder, charmant garçon au demeurant, et livre intéressant. Mais vous croyez qu'il gagne beaucoup à avoir... Pourquoi Windows on the World? Est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver un titre français? C'est pas tout, il y en a des quantités. Donc je veux dire, est-ce que nous pouvons primer un livre dont le titre n'est pas en français? Personne autour de la table n'a réagi. J'ai rengainé ma plainte héroïquement et on a parlé d'autre chose. Ça paraît normal à tout le monde. Alors les apports ou bien les nouvelles manières de parler qui sont poilantes, quelquefois vraiment marrants, enfin, et ces gosses ont des inventions, moi je me tords, et je dis, répète, j'ai rien compris, jusqu'à ce qu'ils arrivent à me parler un français à peu près correct. Mais je crois que l'essentiel maintenant, c'est de parler français. Nous en sommes là, c'est pas très gai. Nous ne pouvons plus faire les gendarmes. Il y a trop de dangers et la pression de l'anglais est exténuante. C'est le fait que maintenant, il arrive qu'à bord des avions d'Air France, les annonces ne sont faites qu'en anglais. Qu'en anglais. Tout à fait. Ouais. Vous parliez tout à l'heure de votre inquiétude pour dans 50 ans. Ouais. Quand l'Europe sera faite, dans 50 ans, elle le sera. Où sera le français? Est-ce que nous serons arrivés tous, du fait par des actions conjuguées, fort diverses les unes et les autres, ce que nous faisons, nous, académiciens, n'est pas ce que font les enseignants, ce que font les animateurs. Il faut absolument se battre pour que le français devienne, sinon la première langue, la langue européenne. Et je ne dis pas ça contre d'autres langues. Je ne suis pas en train de dire parce qu'il ne faut surtout pas que ce soit l'allemand ou il ne faut surtout pas que ce soit l'italien, non. Parce que sans ça, ce sera l'anglais. Et c'est d'une gravité énorme. Je sais que nous avons très peu de... Bon, je ne veux pas rentrer dans des aspects politiques, n'est-ce pas? Ce n'est pas du tout mon esprit, mais quand on voit à quelle portion congrue en sont nos instituts français à l'étranger, je vous assure qu'on n'est pas fiers. Encore joli quand on les maintient. On vient de fermer celui de Palerme, on vient de fermer celui de Venise, parce qu'il n'y a pas de sous. Mais en fait, on assiste à la même chose avec les autres pays en France. Oui, mais les Allemands ont du mal, les Espagnols oui, le Goethe aussi, Institut à Marseille a été vidé de sa bibliothèque formidable a été dispersée. Je ne doute pas que les Italiens et les Allemands aient les mêmes problèmes, mais enfin... Eux, moi, eux, nous, c'est nous. Notre langue, oui, eux, c'est eux, nous, c'est nous. Une autre question, une dernière question. La dernière, la der. Non, on n'a plus. Alors, moi, je vais finir avec François Nourricier, parce que il a fait un portrait de vous qu'il faut absolument... Les personnes qui n'ont pas lu À défaut de génie connaîtront encore mieux Edmond de Charleroux en le lisant. François Nourricier dit de vous, je vais vous demander si vous êtes d'accord avec ça, s'il vous connaît décidément bien. Jeune femme déjà, elle aimait l'odeur de la poudre. Ce goût lui est resté. Elle marche toujours au canon. Elle combine ce plaisir avec une grande attention portée au jugement, réticence, sournoiserie, ironie lâchée contre elle. Elle défie volontiers une opinion qu'elle redoute. Elle fait grand cas du qu'en dira-t-on, mais le piétine. Elle a conquis la liberté de ceux à qui l'on a appris autrefois plusieurs formes de la soumission. Est-ce que vous êtes vraiment une femme libre? Oh, oui. Oui. Est-ce que vous vous reconnaissez là? Oui, je trouve que c'est très bien, c'est très joli, c'est très bien vu. Moi, je suis très flattée et émue parce que c'est un grand écrivain qu'il ne m'avait jamais dit qu'il parlait de moi dans son bouquin. Je le lisais en journaliste, c'est-à-dire en critique, et je suis tombée sur ce chapitre, je lui ai téléphoné en lui disant « tu aurais dû me prévenir ». Mais je crois que c'est très bien dit.
Et à votre question, je réponds, une femme libre, oui. Je crois, du moins, ce serait très malheureux qu'à mon âge, j'ai raté mon coup à ce point-là. C'est une belle conclusion. Je leur... Un bon public, hein. Vous en avez à l'extérieur aussi, et vous en avez à l'extérieur, vous en avez dehors et dehors aussi. Alors, avant de nous séparer et de remercier Edmond Charleroux, je vais vous donner quelques informations. D'abord, il faut absolument que vous alliez voir à l'Opéra la première des manifestations du centenaire du prix Goncourt, l'exposition qu'a préparée Michel Caffier, qui s'appelle Goncourt 1903-2003. Je vous rappelle évidemment qu'Edmond Goncourt est né à Nancy. Ensuite, Edmond Charleroux nous fait le plaisir de rester jusqu'à dimanche soir à Nancy, donc elle dédicacera à l'issue de cette rencontre, mais aussi demain après-midi à partir de 17h sous le chapiteau, samedi après-midi et dimanche après-midi. Vous avez un café littéraire qui sera particulièrement dense cette année, avec un programme très intéressant. Je me permets simplement de vous dire, parce que nous l'avons reçu ici, qu'Éric Emmanuel Schmitt sera sous le chapiteau